C'est parti. Donc, je vous accueille et je vous remercie d'être arrivé à ce webinaire consacré aujourd'hui à la question du foncier et comment organiser une stratégie foncière en soutien à un projet ambitieux de projet alimentaire territorial. Pendant le temps de ce webinaire, je vous invite à maintenir vos micros coupés, s'il vous plaît. Nous allons accueillir ce matin deux intervenantes, Agnès Julien de Terre de Liens Hauts-de-France et Mélanie Bruneval de la communauté urbaine de Dunkerque pour illustrer ce sujet. Avant cela, je me permets de rappeler un tout petit peu que nous mettons en place au titre de l'animation du réseau régional des PAT dans le cadre d'une coordination avec le CLAT, le Comité de liaison alimentation et territoire, qui est composé de la DRAF, de la DRETS, de l'ARS et de l'ADEME. Nous mettons en place un certain nombre de temps de rencontres et qui servent à soutenir votre travail d'animation des PAT sur le terrain. Ça prend la forme de journées régionales d'animateurs de PAT. La première journée s'est tenue le 27 janvier et nous tiendrons la prochaine au mois d'octobre. Nous aurons également un club des élus de PAT à venir au mois de septembre, juste à la rentrée. Nous avons ce cycle des webinaires où nous vous invitons à se retrouver tous les 2 mois. Et nous aurons en fin d'année également une proposition ouverte au PAT d'un voyage apprenant à la rencontre des ceintures alimentaires en Wallonie autour de Liège. Et nous, bien évidemment, nous restons avec Alix et l'équipe de la DRAF à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur la mise en œuvre de vos projets. Et nous mettrons très prochainement en place les fameux dispositifs de communication interne au réseau PAT. C'est la suite de notre rendez-vous du 27 janvier où vous avez opté pour quelques outillages. Vous recevrez prochainement un mail un peu complet à ce sujet. Voilà pour ce qu'on pouvait vous dire pour introduire ce sujet. Pour aujourd'hui, bâtir une stratégie foncière agricole sur son PAT au service de la souveraineté alimentaire, de la transition écologique et de la santé des sols. Pour ce faire, Agnès Julien, coordinatrice de Terre de Liens de France, va nous présenter les interventions que Terre de Liens a sur les territoires. Et puis, Mélanie Bruneval du territoire de la communauté urbaine de Dunkerque présentera comment, et avec Terre de Liens, le travail a été mené sur la stratégie foncière du territoire. On est ensemble jusque 12 heures. Après les deux interventions qui vont durer chacune 15 à 20 minutes, nous aurons une dernière séquence de questions-réponses de 11h40 jusqu'à la fin de notre matinée. On vous invite à formuler vos questions sur le chat et ou en tout cas les réserver pour la dernière séquence. Nous n'interrompons pas Agnès et Mélanie pendant leur exposé. Voilà, merci à tous d'être présents et c'est parti. Agnès, on va partager ton diapo. Ouais, ça marche, je fais ça. Il faut que... Ouais, super. C'est bon pour vous? Ouais, super. Oui, c'est bon. Euh, alors, peut-être avant de rentrer dans le sujet des stratégies foncières, vous représentez quand même un petit peu pour ceux qui connaîtraient pas encore très bien Terre de Liens. Donc nous, on est un mouvement dont l'objectif, c'est de préserver les terres agricoles et de faciliter l'accès à la terre aux personnes qui ont un projet d'installation. Et donc l'idée derrière, c'est de développer l'agriculture biologique et de permettre le renouvellement des générations agricoles. La manière dont on est organisé, donc c'est un mouvement national. Vous avez une fédération avec une association par région. Donc nous, on est l'association Terre de Liens Hauts-de-France. Et ensuite, il y a deux autres structures nationales, une foncière et une fondation, qui, elles, ont la capacité d'acheter des terres agricoles. L'idée, c'est ensemble citoyens, donc par de l'épargne et par du don citoyen, achetons des terres agricoles. La foncière et la fondation ne les revendent jamais. Donc, on parle de projets vraiment sur du très long terme. Et ensuite, on les met à disposition d'agriculteurs et d'agricultrices qui vont cultiver
avec un bail rural environnemental, donc en agriculture biologique. C'est dans chaque région, donc chaque association territoriale qui accompagne ces projets. Et donc nous, plus particulièrement en Hauts-de-France, on travaille on a un peu trois champs d'action. Euh, Il n'y a pas d'ordre, ils sont tous aussi importants, mais peut-être celui qui occupe une bonne partie de notre temps, c'est celui d'accompagner les collectivités. Donc pour agir sur les terres agricoles, sur le foncier agricole. On fait plusieurs choses. Euh, Globalement, ça peut être soit de l'ordre des formations, donc justement sur les enjeux fonciers agricoles. On a publié il n'y a pas très longtemps un état des lieux des terres agricoles des Hauts-de-France. Donc voilà, ça peut être autour de ça. Ça nous arrive de faire des voyages d'études pour aller voir justement une expérience qui a bien marché ailleurs dans la région. Ça peut être de former les élus ou les techniciens. Il y a des formats collectifs, enfin voilà, des choses autour des formations. Un appui stratégique, c'est peut-être ce qu'on va un peu plus détailler justement après avec l'accompagnement à la stratégie foncière. Mais de manière générale, c'est de vous aider à mieux comprendre les enjeux fonciers locaux, enfin, de votre territoire et comment agir. Et puis un appui opérationnel, c'est-à-dire vraiment vous avez un projet, vous avez du foncier mobilisable ou un besoin, enfin voilà, appuyer vraiment sur un projet à différentes étapes. Ça peut être l'étape du diagnostic, quels sont les enjeux locaux, quel est le foncier agricole. Ça peut être des études de repérage, aller regarder où est-ce qu'il y a des opportunités foncières sur mon territoire, aller rencontrer les différents acteurs, différents propriétaires. Ou ça peut être même, une fois que vous avez identifié une parcelle, faire un diagnostic sur cette parcelle. C'est d'ailleurs un accompagnement qu'on fait avec Bio Hauts-de-France, donc on appelle ça diagnostic parcellaire, qui va de j'ai identifié une parcelle, on fait le diagnostic jusqu'à je permets la mise à disposition de cette parcelle. Donc ça, c'est ce qu'on propose un peu, balayer un peu rapidement avec les collectivités. Il y a aussi toute une dimension d'éducation populaire. Donc sur la carte à côté, c'est les petits bonhommes. En fait, on a des différents groupes de bénévoles à travers le territoire. Et en fait, on a vraiment vocation à pouvoir diffuser les enjeux fonciers de manière plus générale aussi au grand public et parler des enjeux sur les terres agricoles. Et enfin, il y a l'accompagnement des personnes porteuses de projets agricoles. Donc nous, on les aide surtout sur l'aspect accéder à la terre, chercher une terre, et ensuite tout ce qui va derrière une fois qu'ils ont le foncier. Et avec nos outils d'acquisition que je présentais juste avant, donc avec notre foncière et notre fondation, où on peut acheter la terre pour ces personnes-là et leur mettre à disposition. Voilà un peu rapidement sur nos missions à Terre de Liens Hauts-de-France. Et du coup, je continue pour aller plus vers le sujet des stratégies foncières. Mais juste avant, de manière générale, que peut faire une collectivité sur le foncier agricole? En fait, il y a eu un travail qui a été fait à l'échelle même européenne d'identifier vraiment tous les leviers d'action que peuvent avoir les collectivités pour agir sur le foncier agricole, pour permettre le renouvellement des générations, pour permettre le développement de l'agriculture biologique, voilà, et d'autres actions sur le foncier. Tout ça, c'est concentré sur cette étude. Donc, il y a le lien en bas à droite. Je vous enverrai bien sûr le diapo. Et donc, on a identifié trois rôles qu'ont les collectivités. Le premier, c'est en tant que propriétaire. Donc là, c'est la slide que vous voyez juste ici, qui est peut-être le plus évident. Enfin, je suis propriétaire de foncier, je peux faire des choses dessus, ou je cherche à le devenir. Je vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai un quart d'heure, donc, et on en aurait pour beaucoup plus longtemps, mais au moins je vous ai mis les trois rôles pour que vous puissiez vous aussi ensuite chercher. Mais globalement, en tant que propriétaire, donc évidemment, il y a le fait d'acquérir du foncier, de pouvoir aussi en faire des unités viables enfin, par des échanges ou voilà, on n'a pas toujours le bon lot tout de suite et donc pouvoir faire des échanges. Il y a le fait de faire un diagnostic, de faire un inventaire du foncier dont on est propriétaire. Peut-être d'aller regarder aussi
le foncier d'autres entités publiques, les communes sur mon EPCI, ou enfin voilà, aller faire cet inventaire et pourquoi pas mutualiser, ça fait partie des axes. Et puis, il y a toute la gestion du foncier dont on est propriétaire et le fait d'avoir une stratégie sur ce foncier-là. Et donc ça va être justement un exemple qu'on aura juste après avec la communauté urbaine de Dunkerque qui va nous présenter sa stratégie sur le foncier dont elle est propriétaire. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail sur ça. Donc un premier rôle en tant que propriétaire. Ensuite, un autre rôle des collectivités, c'est en tant que régulateur du foncier. Donc ça peut être à travers les politiques d'urbanisme, donc par exemple que les SCOT, que les PLU soient cohérents avec la politique agricole, le fait d'agir contre l'artificialisation, de pouvoir par exemple proposer des aides financières à l'installation ou bien de pouvoir structurer ces marchés publics pour pouvoir avoir une commande pour les agriculteurs sur son territoire. Le fait de faire du plaidoyer aussi au niveau national, de communiquer sur les enjeux fonciers pour que ça puisse impacter. Et puis d'utiliser, en fait, donc là c'est la partie administrée, utiliser tous les outils réglementaires, donc des droits de préemption, des obligations réelles environnementales, enfin voilà, il y a plusieurs outils réglementaires, on pourra revenir après sur certains d'entre eux. Donc, de manière générale, un autre rôle, c'est d'être régulateur sur le foncier. Et enfin, le dernier, c'est d'être facilitateur. Donc, en tant que facilitateur, ça peut être de mettre en lien une personne qui cherche des terres avec une personne qui possède des terres. Donc, tout ce travail de mise en lien. Il y a aussi, même plus en interne, de faire du lien avec les autres services ou en externe de faciliter le dialogue territorial avec les agriculteurs, avec des propriétaires de terres agricoles. Enfin, voilà. Et il y a le fait de sensibiliser ensuite aussi, que ce soit les consommateurs, que ce soit même pour susciter des vocations agricoles, donc à travers les lycées agricoles, et, les propriétaires, les cédants. Il y a aussi des travaux à faire avec les cédants. Voilà, donc pas mal de choses aussi en tant que facilitateur. Donc, ce que je trouve intéressant avec ces diagrammes-là, c'est que quand on se dit qu'est-ce que je peux faire comme collectivité sur le foncier, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire, alors que là, ça permet quand même de venir décliner et d'aller plus loin que juste acheter une terre. Et en fait, il y a plein d'actions à faire qui sont possibles quand même. Euh, voilà, un peu sur ces trois rôles. Et du coup, je rentre plus en détail sur le sujet d'aujourd'hui, qui est qu'est-ce qu'une stratégie foncière agricole qui peut être mise en place donc, par une collectivité territoriale. On va bien parler de stratégie foncière agricole, hein, on ne parle pas du foncier non agricole. Donc, pour commencer déjà, qu'est-ce que ça veut dire stratégie? La stratégie, c'est entre justement les objectifs et les plans d'action, c'est ce qui fait passer de l'un à l'autre. Ça répond à la question comment est-ce que je veux répondre à mes objectifs? Et du coup, c'est tout le chemin qui permet d'aboutir de l'un à l'autre. C'est la stratégie foncière agricole, c'est un accompagnement qu'on propose actuellement, mais qui est assez récent à Terre de Liens. En fait, il y a très peu, il y a quand même assez peu de collectivités à l'échelle de la région qui ont une stratégie formalisée. On a un peu plus d'exemples à l'échelle nationale. Il y en a pas mal, notamment en Normandie, voilà, qui ont été accompagnés par justement par Terre de Liens Normandie. Donc voilà, on a des exemples à plus large échelle. Euh, et donc, peut-être pour être un peu plus précis, avoir une stratégie foncière agricole, c'est d'avoir décidé justement comment est-ce qu'on actionne des outils fonciers pour répondre à une ambition politique qui souvent existe déjà. Ça peut être de préserver la ressource en eau, ça peut être de préserver justement les terres agricoles parce qu'on veut permettre des installations, parce qu'on veut développer l'agriculture biologique. Enfin, en tout cas, ça va être important de bien avoir identifié l'objectif en amont. Donc, pour vous vraiment illustrer et donner un exemple un peu au hasard, euh, un objectif, ça peut être préserver la ressource en eau potable. La stratégie, ça va être
en développant des ORE et des BRE, donc obligations réelles environnementales, bail rural environnemental, sur ce périmètre. Euh, et le plan d'action, ce sera de faire le diagnostic, d'aller sensibiliser les propriétaires, d'aller rencontrer les communes. Enfin voilà, il y a bien une différence entre la stratégie et le plan d'action. Le plan d'action qui va être la déclinaison action par action de manière annuelle. Enfin, il y aura un calendrier. Alors que la stratégie, ça répond surtout à la question comment. Et plus concrètement, quelle forme ça prend cette stratégie? Ça va être en fait, une note écrite, c'est un peu comme une boîte à outils. Ça peut prendre aussi une forme de logigramme. S'il se passe A, alors je ferai B et ensuite je ferai C. Enfin, voilà, un peu ce format-là. Donc globalement, c'est plutôt une note écrite qui est arrêtée à un instant T et qui nous dit comment on fera et qui guidera le plan d'action derrière. Ce que ça contient, c'est les objectifs. Donc, comme je le disais juste avant, souvent ils sont déjà établis dans la politique agricole, mais on vient vraiment les préciser ici. Euh, Pourquoi est-ce qu'on veut mobiliser du foncier agricole? Il faut vraiment que ce soit clair l'objectif derrière. Et on peut venir mettre des indicateurs, enfin, vraiment le préciser. Euh, on va y trouver les outils à mobiliser et dans quel contexte on va les utiliser. On les utilise à condition que ça. Voilà, donc on va venir préciser ça. Je vous présenterai après un panel d'outils qui peuvent rentrer. On vient vraiment préciser les partenaires à associer. Donc très souvent, il y aura la SAFER dedans qui fait beaucoup de choses sur le foncier. Mais ça peut être beaucoup plus large, ça peut être d'autres services, ça peut être avec la chambre. Enfin, voilà, on peut vraiment élargir. En tout cas, on vient préciser toutes les parties prenantes, en interne, en externe. On vient bien préciser le périmètre. Plus on a un périmètre flou et large, moins en fait on sera précis et pertinent sur ce qu'on veut faire. Donc souvent on vient préciser des périmètres quand même plus petits. Ça peut être par exemple une aire d'alimentation de captage, mais ça pourrait être l'échelle d'un EPCI aussi, mais on n'aura pas le même type d'action dedans. Et puis on vient préciser un calendrier, euh, plus comme des échéances, enfin, par quoi je commence. Et on vient préciser ça. Pour vous donner un peu une idée de différents outils qu'on va pouvoir mettre justement dans cette boîte à outils. Et, donc, c'est des outils qui permettent d'agir sur le foncier agricole, toujours pour répondre à mon objectif qui peut être de favoriser le renouvellement des générations, donc installer des agriculteurs, ou qui peut être de préserver des zones en particulier. Parmi... Donc là, c'est pas du tout exhaustif, hein, cette liste-là. C'est des exemples. Donc, on peut avoir des choses pour mettre en valeur un foncier soit dont on est propriétaire, soit pas, mais en tout cas, voilà, valoriser le foncier agricole à travers des baux ruraux environnementaux. Donc, c'est comme un bail rural classique, mais on vient y ajouter des clauses environnementales. Ça assure une vraie sécurité à la personne qui est en place, parce qu'un bail rural, c'est sur du très long terme. Et ces clauses environnementales, elles permettent de s'assurer normalement que ça va être conduit selon différentes choses. Il y a la clause agriculture biologique, mais on peut mettre d'autres clauses comme de bien prendre soin d'une haie qui serait sur le terrain, de s'assurer que la mare, enfin, voilà, on vient, c'est plus large que agriculture biologique. Un autre exemple, c'est l'obligation réelle environnementale. Là, c'est différent que le BRE parce que ça s'adresse plutôt aux propriétaires et cette obligation, elle va être vraiment sur l'acte chez le notaire. Donc, c'est quelque chose qui est sur l'acte de vente et même si on revend le bien, ça reste attaché au bien pendant 100 ans. Ça se fait toujours, enfin, dans les deux cas, c'est toujours avec l'accord du locataire s'il y en a un. Et pareil, on va pouvoir venir mettre des clauses environnementales à cet acte de vente qui reste. L'obligation, elle est conclue entre le propriétaire et un organisme qui va venir vérifier. Donc, ça peut être le CEM, ça peut être une association, enfin voilà, il y a plusieurs, ça peut être une collectivité aussi. Un organisme qui va venir vérifier que les clauses environnementales sont bien respectées.
Donc, c'est au moins un contrat entre deux personnes. Et s'il y a également un locataire, c'est un contrat entre les trois. Voilà sur cette partie-là. Il y a aussi des outils pour mobiliser du foncier. Donc, évidemment, il y a tous les outils de la SAFER. Donc, la SAFER, c'est une société anonyme à but non lucratif. Son rôle, c'est de réguler le foncier agricole. Et donc, c'est un organisme qui dépend de l'État. Elle a trois modes d'action. Suivre le marché rural, faire des acquisitions foncières. Il y a quand même 90% des acquisitions qu'elle fait qui sont à l'amiable et 10% avec son droit de préemption. Et puis de faire des rétrocessions de foncier vers d'autres acteurs. C'est-à-dire elle peut porter du foncier, mais elle n'a pas vocation à le conserver. Donc elle fait des rétrocessions. Parmi ces outils, il y a probablement des outils que vous connaissez déjà. Le fait d'avoir Vigifoncier, qui est du coup l'information de vente sur le territoire. Ça demande derrière quand même un temps d'animation, etc. Enfin, là, c'est vraiment juste d'avoir cette information. Elle peut réaliser des études de faisabilité qui permettent de un peu mieux connaître le territoire, d'avoir une idée des notifications de vente. Elle peut faire des réserves foncières si la collectivité a un projet. Et elle peut faire aussi des mises à disposition, donc conclure des baux SAFER, qui est un type de bail temporaire que seule la SAFER peut faire. Voilà sur les outils de la SAFER. Après, il y a d'autres choses pour mobiliser du foncier. Il y a des choses qu'on propose à Terre de Liens, qui est une étude de repérage. L'idée, c'est d'aller voir soit des propriétaires publics, donc par exemple les différentes communes d'un territoire, aussi l'intercommunalité, enfin, donc des propriétaires publics, ou des propriétaires personnes morales. Parfois, les hôpitaux ou des édifices religieux sont propriétaires de foncier. Et donc, c'est d'essayer d'aller repérer parmi ces propriétaires, est-ce qu'il n'y aurait pas des opportunités pour pouvoir installer quelqu'un ou pour pouvoir permettre le développement de l'agriculture biologique. Voilà, donc on va identifier du foncier. D'autres outils, toujours autour du fait de mobiliser, acquérir les droits de préemption. Il y a le droit de préemption de SAFER, mais il y a aussi le droit de préemption maintenant sur les aires d'alimentation de captage pour les collectivités. Le fait de faire des échanges parcellaires, des fois, on n'acquérit pas là où on voudrait, mais on va pouvoir faire un échange. Et puis, dernier outil qui va faire le lien vraiment avec la présentation juste après, qui est de faire un appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire sur du foncier dont on est propriétaire, enfin une collectivité serait propriétaire, faire l'appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir installer quelqu'un et du coup mettre à disposition cette parcelle. Pour ça, nous, c'est un accompagnement qu'on fait, Terre de Liens et Bio Hauts-de-France. On appelle ça un diagnostic parcellaire. Mais en fait, le diagnostic, c'est une petite partie. On fait le diagnostic de la parcelle. L'idée, c'est de vous montrer qu'est-ce qui est possible de faire sur la parcelle, quels types de projets sont possibles, donc plusieurs scénarios, accompagner la collectivité sur ces scénarios jusqu'à justement le lancement d'un AMI et une installation ou une confortation, enfin, euh, un peu en fonction du scénario. C'est pas toujours l'installation qui sera l'aboutissement. Enfin, parfois, pouvoir conforter un agriculteur en difficulté sur la bio, souvent des éleveurs qui, pour pouvoir se convertir, ont besoin davantage de terre. Et bah, parfois, c'est un levier assez chouette avec le foncier. Et pour terminer, des outils pour protéger le foncier agricole, donc qui peuvent être justement plutôt autour des documents d'urbanisme. Donc il y a les zones agricoles protégées, qui sont des servitudes d'utilité publique. Leur vocation, c'est de protéger le foncier agricole sur du long terme. En fait, ça bloque surtout le zonage A. Et si on veut changer le zonage, alors c'est beaucoup plus compliqué. Il faut passer par un avis de la Chambre d'agriculture. Et enfin, voilà, c'est surtout pour protéger cette vocation-là, la vocation agricole. Et un autre outil qui sont les PAEN, PENAP, ils ont un peu plusieurs noms, qui sont du coup protection des espaces agricoles et naturels périurbains, qui est un outil qui date de 2005, qui sont gérés par le département. Et là, en plus de définir un périmètre de protection, on vient vraiment définir
un programme d'action et il y a un droit de préemption aussi qui est associé, donc c'est plus actif. Enfin, il y a un programme d'action sur ce périmètre-là. Voilà pour un peu balayer différents outils qui peuvent rentrer dedans. Il y en a d'autres, c'est pas exhaustif comme liste. Euh, pour citer des facteurs de réussite, quand on lance une stratégie foncière, il y a plusieurs choses. C'est important d'avoir une vision sur le long terme, de bien anticiper. En fait, l'intérêt d'une stratégie, c'est justement de plus fonctionner à l'opportunité. Ah, il se passe quelque chose et donc, hop, et du cas par cas. C'est plutôt justement d'avoir bien anticipé et d'avoir une vraie vision d'ensemble pour agir, d'être proactif, quoi. Ça demande vraiment du portage politique. C'est pas des choses évidentes. Enfin, comme je vous disais, il n'y a pas tant de collectivités qui ont une stratégie foncière agricole bien établie. Donc, il y aura toujours des petits obstacles. Et sans portage politique, vraiment, c'est compliqué. Ça donne pas de légitimité au projet. Euh, Chaque service au sein d'une collectivité, souvent, a sa propre stratégie foncière. Enfin, on a besoin de foncier pour d'autres choses que pour l'agriculture. Et donc, c'est important que ça puisse être un projet interservice, au moins en lien avec les autres politiques qui utilisent du foncier. Voilà, ça c'est un vrai facteur de réussite quand même, de réussir à faire de la transversalité. Le dialogue territorial, de réussir à embarquer aussi les agriculteurs. Enfin, ça dépend un peu des périmètres aussi pour savoir qui inclure dans ce dialogue. Mais pareil, on l'identifie vraiment comme un facteur de réussite et d'avoir une gouvernance claire dès le départ. Quels sont les rôles de chacun, de chaque partie prenante, et d'identifier bien la gouvernance. Et je conclus sur la construction de la stratégie foncière qui se fait en plusieurs étapes. Comme je disais juste avant, c'est un processus, c'est un chemin. Certes, il y a un livrable avec une note qui dit ma stratégie, c'est, et voilà, mais en fait, le temps de la construire, c'est vraiment ça qui est important. Il y a une première phase qui est de bien clarifier les objectifs, une phase vraiment d'état des lieux elle est importante pour que ce soit cohérent avec le territoire. Souvent, les états des lieux, ils existent déjà, il y a pas mal de diagnostics, mais c'est vraiment de compiler ceux qui sont importants, voir s'il manque des éléments. Mais voilà, avoir cette compilation-là, définir les différents outils qu'on utilisera avec cette stratégie, donc bien clarifier. Et plus on a avancé sur les objectifs, l'état des lieux, plus ça va être clair. Et ensuite, ça pourra permettre d'aller jusqu'à la mise en œuvre. Voilà sur la stratégie foncière. Je m'arrête là pour ça et je vous ai juste mis là à la fin quand même pas mal de ressources. Donc quand on vous partagera les PowerPoint, vous aurez les liens là en bleu. Avec du coup, nous, ça c'est un rapport qu'on a sorti l'année dernière à l'échelle des Hauts-de-France qui vient vraiment préciser les enjeux fonciers, qui donne des chiffres, qui donne des arguments. Voilà, c'est pour essayer de clarifier tout ça autour de l'installation et du développement de l'agriculture bio. Ce guide qui fait, je crois, 170 pages, donc qui est vraiment complet, qui est publié par Terre de Liens, Agir sur le foncier agricole. Donc là, à l'échelle nationale, ça va vraiment venir détailler, par exemple, différents outils que j'ai cités juste au-dessus, et aussi bien comprendre le rôle, enfin, pourquoi agir sur le foncier agricole. Donc ça, c'est une bonne ressource qui est également téléchargeable en ligne ou qui peut se commander en format papier, parce que c'est quand même un livre un peu conséquent. Et puis le dernier rapport, chaque année, Terre de Liens national publie un rapport. Et donc là, c'est le 5e, pour la 5e année, qui, comme il y avait les élections municipales, tourne vraiment autour justement du rôle des collectivités sur le foncier agricole. Donc voilà, celui-là, il est assez intéressant, c'est pas mal de chiffres. C'est plutôt à l'échelle nationale, mais ça permet de bien comprendre quand même des choses. Et enfin, je vous ai remis le lien vers le centre de ressources qu'on a pour les collectivités. Et notamment dessus, vous trouverez aussi la plateforme Récolte, qui, elle, est une plateforme avec des retours d'expérience. Donc, c'est à l'échelle nationale, mais vous avez des retours d'expérience de collectivités qui ont agi sur le foncier. Donc là, ça permet d'aller vraiment plus loin. Vous pouvez rentrer par mots-clés, voilà, des choses que vous cherchez et de se rendre compte quels outils ont déjà été utilisés et ce qui a été fait. Voilà, je m'arrête là.
Merci Et en Agnès. tout, ouais. Merci Agnès de cet exposé très complet, ce cadrage sur ce qu'est une stratégie foncière. Donc on va inviter maintenant Mélanie à prendre le relais pour illustrer sur ce qui se pratique, s'est pratiqué sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque. Je pense que Mélanie, tu as la main. Partager ton diapo. Voilà, c'est le cas. Vous avez Voilà. une projection. Voilà, très bien. Merci Mélanie. Donc, un petit rappel de la consigne. Tu as un exposé d'une quinzaine de minutes pour qu'on s'accorde le temps des échanges ensuite. Tout Merci. à fait. Pas de souci. Très bien. Donc, je vais me présenter. Je suis Mélanie Bruneval. Je suis chef de projet de la politique agricole au sein de la communauté urbaine de Dunkerque et en charge de l'animation du PAT. On est une équipe de 3 personnes sur l'animation du PAT et on intervient au sein du service santé et alimentation de la communauté urbaine de Dunkerque. Pour dire quelques mots sur le territoire, donc c'est le territoire qui est situé le plus au nord de la région Hauts-de-France. Il comprend 17 communes, 200 000 habitants. Donc c'est un territoire urbain et industriel avec un port qui est le troisième port de France, 14 sites industriels Céveso sur le territoire et des aménagements portuaires qui vont se développer dans les prochaines années, qui sont très importants, notamment avec le développement d'un EPR à la centrale de Gravelines. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le territoire comprend quand même 46% de terres agricoles. Donc c'est presque la moitié du territoire qui est concerné par l'agriculture. Sur cette surface, nous avons 175 exploitations et 350 ETP qui exploitent ces terres. Les surfaces agricoles utiles sont principalement cultivées en grande culture. Ça représente 87% de ce qui est cultivé sur la communauté urbaine. Donc des céréales, betteraves, lin et pommes de terre. Le maraîchage est très peu représenté, le bio également, ainsi que les circuits et l'élevage. Pour rapidement balayer les grandes étapes du PAT, notre projet alimentaire territorial a démarré sous le prisme de l'emploi local. En 2014, le président de la communauté urbaine a lancé les États généraux de l'emploi local et dans lesquels il recherchait toutes sources d'emplois non délocalisables. Et c'est à ce moment-là que l'agriculture est arrivée un petit peu sur le devant de la scène de la politique de la communauté urbaine, puisque l'agriculture représente une source d'emploi non délocalisable pour le territoire. Même si c'est peu d'emplois, chaque source d'emploi a été identifiée. De ces travaux découle la délibération cadre de politique agricole en 2018, puis en 2020, le premier conseiller communautaire délégué à l'agriculture et au circuit court, suite aux élections. Nous avons été labellisés PAT en émergence en 2022, puis PAT de niveau 2 en fin d'année 2025. Et aujourd'hui, suite aux élections de la semaine dernière, nous avons un VP qui est en charge de l'agriculture et du projet alimentaire territorial. Les axes du PAT n'ont pas bougé depuis 2022. Très rapidement, il consiste à accompagner le développement de pratiques agricoles durables sur le territoire, développer les circuits courts de proximité conventionnels et biologiques. C'était toujours dans l'idée d'augmenter le nombre d'emplois non délocalisables. Ensuite, axe 3, reconnecter les habitants à leur alimentation et encourager une alimentation saine et durable. En 2022, on a ajouté l'axe promouvoir la démocratie alimentaire. L'alimentation occupe une place stratégique
Comme le disait Agnès, il est important d'associer tous les acteurs tous les agents de la collectivité à travers les politiques qu'ils portent. Et on a été vigilant à aborder le PAT dans différents documents stratégiques, comme le contrat local de santé, où on indique qu'il faut promouvoir une alimentation saine pour tous et on a pour objectif de favoriser la relocalisation de la production alimentaire. Dans le cadre du plan climat, air, énergie, il y a également un axe sur développer une agriculture locale. Au sein du SCOT, il est bien indiqué aussi qu'il faut préserver les terres agricoles et développer les circuits courts. C'est la même chose pour le plan paysage, où là, on a des fiches actions qui indiquent les objectifs de protéger les terres propices à une agriculture nourricière et d'être vigilant à reconstituer des lisières agri-urbaines. L'alimentation et la politique alimentaire est également reprise dans différents labels qui sont portés par la collectivité, comme Ville durable innovante, Territoire engagé transition écologique, Grand site de France, Si je mange local et bien d'autres. Donc, on a commencé à se questionner sur le foncier agricole dès 2018 au moment de la délibération cadre de politique agricole. Avec l'objectif de développer l'agriculture biologique. L'agriculture bio est très peu présente sur le territoire et avant 2018, elle concernait 4 structures, un exploitant agricole qui était en plantes aromatiques et médicinales et 3 structures de l'ESS en insertion. Donc, très peu de modèles pour que les exploitants puissent se projeter sur des projets d'agriculture bio. Donc, on a commencé par faire un état des lieux des terrains en propriété de la communauté urbaine, et donc à répertorier, cartographier, répertorier, identifier le type de contractualisation que l'on avait sur nos terrains. Donc, nous sommes propriétaires de 500 hectares de terres agricoles. La moitié de cette surface, un peu moins de la moitié de cette surface, est utilisée pour la fauche et 270 hectares de ces terres sont cultivées. Elles sont plus ou moins groupées autour de quelques communes, Tettegem, Ambourskapelle, Bourbourg et Coudekerque. Elles représentent 88 parcelles et nous avons sur ces parcelles une trentaine de locataires. En 2019, avec cet objectif de développer la bio sur le territoire, on a fait une étude qui s'appelle une étude Sensibio, c'est-à-dire qu'on est allé interroger tous nos locataires pour discuter de la bio et connaître leur perception par rapport à cette stratégie. Et on s'aperçoit que sur le territoire, les acteurs sont assez éloignés de ce type de culture parce qu'il y a pas de modèle aussi, c'est un facteur qui est important. L'objectif à très long terme, c'est de passer l'ensemble de cette surface, les 270 hectares de terres agricoles en propriété CUD, au bio, mais au fur et à mesure des départs en retraite. Nous travaillons également avec la SAFER. Nous avons une convention de partenariat avec la SAFER dans laquelle les objectifs du PAT sont rappelés, donc le développement de l'agriculture bio et des circuits courts. Nous avons aussi à disposition l'outil Vigifoncier qui nous permet de suivre les transactions de terres agricoles. Et nous travaillons avec Terre de Liens et Agnès, Terre de Liens sur la sensibilisation des maires et des techniciens des communes. Donc, Terre de Liens est allée rencontrer les maires des communes du territoire et nous avons organisé des ateliers de sensibilisation avec les techniciens.
Terre de Liens nous a également cartographié les propriétés publiques sur le territoire dans l'idée d'aller rencontrer les gros propriétaires de foncier agricole pour qui ça serait une activité annexe et qui pourrait être sensible à la stratégie agricole communautaire et, et celle de Terre de Liens. Nous avons également la chance d'avoir un groupe local Terre de Liens qui mène des actions de veille et de sensibilisation qui sont très présents lors des manifestations et qui peuvent tenir des stands et qui sont proactifs sur le territoire pour réaliser cette veille et accompagner également les producteurs qui s'installent sur le territoire. Sur les 270 hectares dont nous sommes propriétaires, nous avons fait des appels à candidature pour développer l'agriculture bio sur le territoire lorsque le précédent exploitant partait en retraite. Donc, nous sommes accompagnés par Terre de Liens et Bio en France sur la caractérisation des parcelles et la réalisation de l'appel à candidature. Et nous avons pu installer 4 producteurs bio sur des terrains CUD jusqu'à aujourd'hui, ce qui représente à peu près 13 hectares. Et nous avons identifié de nouvelles parcelles ici pour 2026 et un 5e appel à candidature est en cours. Donc, quand nous avons identifié une parcelle, nous travaillons avec Terre de Liens et Bio en France pour analyser l'environnement, faire des études de sol, identifier les aménagements qui sont nécessaires pour soutenir le projet de l'exploitant agricole. Et par exemple, sur les précédents appels à candidature, nous avons mis en place des clôtures, des haies, des forages, le raccordement électrique pour soutenir l'activité des producteurs. Nous lançons un appel à candidature, des candidats se présentent et déposent une candidature. Nous organisons un jury de sélection des candidats avec Terre de Liens, Bio en France, la Chambre d'agriculture et la commune concernée. Et une fois le candidat choisi, il s'installe sur le terrain. Il peut être accompagné également par Terre de Liens, la Chambre d'agriculture Bio en France, selon le profil des candidats. Et nous lui proposons un bail rural à clause environnementale de 9 ans qui est renouvelable. Nous avons installé 4 candidats, comme je le disais, donc avec des profils très différents. Pour François Blanchon a candidaté au premier appel à candidature et a été retenu. Et à ce moment-là, on cherchait vraiment à démontrer que la bio était possible, même sur notre territoire, qui est un territoire de grande culture. Et donc, on recherchait plutôt un candidat déjà installé qui pourrait démontrer avec une certaine solidité pour démontrer que ça fonctionne. Et donc, François Blanchon est maraîcher depuis de nombreuses années sur le territoire et en a profité pour élargir sa gamme et développer une gamme de légumes, fruits et légumes bio grâce au terrain de 2,3 hectares de la communauté urbaine. Pour les 2 appels à candidature suivants, nous avons aussi choisi des candidats qui étaient déjà installés et donc qui se sont agrandis sur nos terrains, avec Bastien Danels qui est maraîcher et qui a développé qui a pu accéder à plus de surface, et Charles Planquel qui cultive des légumes de plein champ et qui a pu développer une gamme bio. Des légumes de plein champ, mais aussi des céréales, du chanvre, du lin, donc qui développe une gamme bio sur le territoire. Depuis, on a un peu
ajuster notre stratégie agricole et on cible plutôt de nouveaux porteurs de projets qui n'ont pas de terre, qui n'ont pas accès à des terres. Et Clémence Gorez a été lauréate de l'appel à candidature en 2025 et a pu s'installer sur une parcelle de 1,5 hectare pour développer son projet de plantes aromatiques et médicinales. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation et je vous remercie. Merci Mélanie de cette présentation et en tout cas des illustrations aussi de ce que cela produit sur le territoire dunkerquois, d'accompagnement et d'émergence, comme ça, de projets de producteurs, et j'ai envie de dire aussi de jeunes producteurs. Il y a quand même une vraie dimension là, d'arrivée de nouvelles générations dans la production. Alors, il est 11h49. On s'est promis un petit temps d'échange avec les intervenants. Peut-être qu'il y a déjà... De Christophe, une petite question. Ah oui, Quel est le taux de bio sur le territoire aujourd'hui? Je pense que c'est une question pour toi, Mélanie. Sur la CUD, le taux de bio est très faible. Sur 13, j'ai plus en tête le chiffre, mais sur 13 000 hectares, il y a 93 hectares de bio, dont 65 hectares sur des terrains qui appartiennent à des collectivités. Donc, la CUD est propriétaire de 32 hectares bio et Grande-Synthe, la ville de Grande-Synthe, d'à peu près 32 hectares aussi. Il a complété sa question par le propos: quid quand un départ à la retraite avec une cession en famille, on ne peut pas imposer un BRE? Non, on ne peut pas imposer un BRE et on a deux cas aujourd'hui, donc deux jeunes agriculteurs avec lesquels on travaille. Donc on n'impose pas puisqu'on ne peut pas, mais on est en discussion quand même avec eux pour mettre en place des baux ruraux à clause environnementale. Aujourd'hui, nos, ils- leurs parents étaient sur des conventions d'occupation temporaire et passer un bail rural de 9 ans, ça les sécurise quand même. Et donc, on est en train de travailler avec eux sur des clauses comme la mise en place de haies, la réduction de phytosanitaires. Et pour l'instant, les discussions se passent plutôt bien et on avance avec les deux porteurs de projets. On a une question de Mélanie Lotte, enfin deux questions. Est-ce que vous gardez la gestion des fourrages agricoles que vous faites? Et deuxième question, et est-ce que vous réduisez les loyers sous BRE? On réduit les loyers sous BRE, oui, et la gestion des forages, elle est prise en charge par l'exploitant. On a juste fait les travaux, l'investissement et les travaux. Et Christophe demande comment vérifier que les clauses environnementales sont respectées. Ben, aujourd'hui, avec les bio, on demande la certification bio. C'est assez simple. On est quand même vigilant à ça parce qu'effectivement, on n'a pas forcément toutes les compétences pour mesurer. Enfin, du coup, on demande des choses assez faciles. Pour les 4 candidats qui sont en bio, on demande le certificat bio tous les ans. Et là, pour les gens avec lesquels on travaille, donc si c'est l'implantation de haies, ça reste relativement facile à contrôler. Pour la diminution des produits phytosanitaires, c'est un peu plus complexe. Et nous ne sommes pas nombreux, donc n'hésitez pas à lever la main aussi si vous souhaitez poser une ou deux questions. si les questions ne viennent pas par les auditeurs tout de suite, en tout cas, peut-être je me permets, vers Mélanie, en fait, dans la phase d'élaboration de la stratégie, quelles ont été les étapes qui ont semblé les plus compliquées
Euh, je pense que c'est le lien, c'est ce qui est vraiment important, c'est le lien avec les autres services. Je pense qu'Agnès l'a dit assez clairement dans sa présentation. Chaque direction a des projets stratégiques en lien avec le foncier. Et il faut vraiment tenir au courant et travailler avec les autres agents de la collectivité euh, pour mettre en avant les enjeux de la politique agricole et du PAT. Bien, merci. Alors, on a une question dans le chat et des demandes de prise de parole. Donc, on va lire la question. On va faire ça. Alors, Jamila pose la question, avez-vous des exemples de mise en œuvre d'ORE? Oui, Mélanie, la question s'adresse à vous. Ah, Et moi non. non, pas d'exemple sur le territoire dunkerquois. Pas d'exemple sur le territoire dunkerquois aujourd'hui. Agnès, dans les pratiques. Ouais. Euh, c'est quand même un outil assez récent. Donc, il y en a pas trop. Enfin, j'ai pas beaucoup d'exemples en tête, même à l'échelle des Hauts-de-France. Après, auprès des conservateurs d'espaces naturels, je sais que c'est quand même un outil qu'ils utilisent. Donc, eux, ils ont peut-être plus d'exemples. Ok, alors, puisque c'était arrivé, Sophie, peut-être tu as posé, levé la main, je vais donner la parole, tu peux prendre, activer ton micro, s'il te plaît. Merci. Je me posais la question sur le Vigifoncier, c'est un outil propre à Terre de Liens ou c'est l'outil de la SAFER ou c'est un outil partagé? Ouais. C'est vraiment l'outil de la SAFER, que la S'il n'est SAFER pas met à par... disposition aux collectivités. D'accord. Parce que je me questionnais sur les possibilités d'avoir un tableau de bord au sein d'un PAT, un outil qui nous permet de faire un suivi comme vous pouvez le faire, parce qu'il y a quand même une inertie avec l'ensemble des acteurs et les connaissances pointues dans chaque domaine. Donc un outil qui nous permettrait de suivre et de savoir comment ça se passe sur notre territoire sans qu'il y ait de freins aussi créés par le compartimentage des structures. Ça existe, ça, ou c'est votre collaboration qui fait que on arrive à le faire? Et si c'est avec votre collaboration, je me souviens plus s'il y a un partenariat financier à monter. Ouais. Euh, oui, globalement, du coup, c'est la collaboration des différents acteurs. Après, en fait, ça ressemble à un observatoire, du coup, foncier, je pense, ce que vous décrivez. Euh, L'observatoire, c'est un peu comme un diagnostic, mais qui n'est pas à un instant T, quoi, qui se renouvelle et au moins il est un peu toujours à jour et on le fait vivre. Il y a une animation derrière. Euh, il y a quelques exemples quand même en région. Mais après, par exemple, nous, Terre de Liens, on va pas avoir accès à Vivifoncier. Donc après, effectivement, c'est au territoire de regarder, mais ça se construit, ouais. Il y a des exemples quand même plus d'observatoires. Puisque je dis qu'il y a des exemples, juste pour préciser, peut-être un petit peu, Agnès, tu peux préciser les exemples en termes de localisation, de quels territoires ont mis en place des choses comme celle-là. Euh, alors, il y a des choses différentes. Sur vraiment un observatoire, c'est plutôt des exemples en dehors des Hauts-de-France que moi j'ai en tête, mais et par contre, il y a quand même aussi des exemples de cellules foncières. Peut-être que ça répond aussi à ça. Donc, c'est le fait de mettre les partenaires autour de la table. Donc là, j'ai un exemple sur Amiens Métropole, par exemple, où on met autour de la table la SAFER, la Chambre, je crois, Initiative Paysanne, Terre de Liens. En tout cas, des acteurs qui sont en lien avec des personnes porteuses de projets ou bien des cédants ou des personnes qui proposent des terres. Et le fait d'avoir des réunions régulières de ces acteurs, ça fait qu'on s'échange un peu ces infos sur le moment et ça permet de faire des liens voilà, entre toutes ces infos-là et de faire vivre un peu ça. Et là, il y a plus d'exemples locaux quand même. Très bien. Merci Agnès. On va prendre les quelques dernières questions là qui ont les levées de main et les questions dans l'ordre. Mélanie, Lotte de la métropole, vous
avez une Oui, question? merci. Alors, avant de poser ma question, juste une petite précision. L'outil Vivi Foncier, il n'est pas mis à disposition gracieusement des collectivités, hein. C'est un accès payant, c'est un partenariat avec la SAFER. C'est pas, voilà, livré comme un outil disponible à tous. Non, moi j'avais deux petites questions pour Mélanie sur la stratégie qui a été posée par la CUD. Est-ce que ça a été inscrit que l'objectif long terme, c'était le passage en bio de l'intégralité des propriétés de la CUD? Est-ce que ça a été voilà, vraiment formulé et inscrit comme ça? Et est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été fixés en termes d'acquisition? Est-ce que vous vous êtes dit, bah voilà, on veut augmenter nos surfaces en propriété? Enfin voilà, est-ce que ce genre de choses a été inscrite dans peut-être une délibération? Je sais pas si ça a pris la forme d'une délibération. Non, ça n'a pas pris la forme d'une délibération. Ça a été inscrit dans une note, mais qui sera probablement rediscutée là ces jours-ci avec les nouveaux élus, forcément. Et on n'avait pas de stratégie d'acquisition foncière puisqu'on est déjà propriétaire de pas mal de surfaces, sauf sur un petit espace qui historiquement était la zone maraîchère du territoire. Et donc là, on l'a inscrit dans la convention SAFER, mais vraiment, ça représente une toute petite partie du territoire. Et sur cette zone-là, on est en veille pour acquérir des terrains pour redonner une vocation maraîchère à cette surface, mais sinon, non, pas d'acquisition prévue. Et sur le bio, du coup, oui, donc c'est resté une note interne. Le fait il n'y a pas eu de communication politique à ce jour disant que l'objectif long terme de la CUD, c'était de passer tous ces terrains en bio. Non. Mm. Merci. Petite précision. Peut-être juste parce qu'il est 12 heures et donc il y a encore deux questions, je pense, de Christophe dans le fil. Je me permets de les lire. Christophe Bujol sur au pays Montreuil, avez-vous des élus qui sont des agriculteurs? Et si oui, comment se positionnent-ils sur la mise en place de cette stratégie? Alors, peut-être pour toi, Mélanie, comment est composé les membres du conseil communautaire? Eh ben, nous avons très peu d'élus agricoles, agriculteurs sur le territoire, territoire industriel, urbain. Non, ils sont assez peu représentés, même dans les conseils municipaux des communes. C'est effectivement un constat que l'on fait. C'est assez rare chez nous. Très bien. Question de Claire Morel concernant les BRE. La CUD a-t-elle envisagé de sensibiliser les propriétaires privés? Et si oui, par quelle méthode? Alors oui, on envisage de sensibiliser les propriétaires privés, mais c'est une démarche assez récente et c'est le programme d'action que l'on a avec Terre de Liens pour 2026. Donc c'est pas encore entamé. Ok. Et dernière question de Christophe. Pour les cellules foncières, il y a eu conventionnement entre tous les différents partenaires? C'est une question. Est-ce que ça donne lieu à un conventionnement entre les différents partenaires? C'est comme ça. Christophe, si Ouais. j'ai mal la question, n'hésite pas à prendre la parole. C'était pour Amiens Métropole, je crois. D'accord. Mm. Et la réponse a été faite par Agnès. Oui, vas-y, Agnès, excuse-moi. Ouais. Oui, oui, complètement. Du coup, chaque partenaire a un plan d'action qui est plus large et dedans, le fait de participer à cette cellule foncière. Donc oui, chaque partenaire est en convention avec Amiens Métropole. Très bien. Bien, écoutez, on s'est dit que on se quitterait à 12 heures. On arrive au début de la fin de notre rencontre. J'espère que ça ne suscitera pas trop de frustration par rapport aux questions qui auraient pu être posées. En tout cas, vous allez avoir le contact d'Agnès et de Mélanie vers qui vous pourrez vous tourner plus directement. À ce stade, il nous reste à vous remercier d'être venu. Vous rappeler que ce webinaire a été enregistré et donc si vous voulez le partager avec vos collègues pour revenir sur ces sujets, n'hésitez pas, ça sera en ligne très prochainement sur le site du CERD. Puisque c'est un rendez-vous qu'on a fixé régulièrement, il nous intéresse et il nous importe d'avoir votre avis sur ces séquences de webinaires, 1 heure tous les 2 mois actuellement. Le prochain se tiendra le 12 juin sur un sujet qu'on va encore ajuster, mais vous aurez les informations prochainement.
Et il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de semaine et puis de bien profiter de la saison pour attaquer vos travaux au jardin. Saison. On vous dit à bientôt. À bientôt. Et